Français, méditez vos malheurs. À l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Trop de Français regardent en arrière et croient encore possible un retour vers la facilité et l'ancien régime. À l'automne 1944, les généraux et les dignitaires nazis savent que la fin est proche. Les Alliés volent de succès en succès. La France est bientôt entièrement libérée. Libérée, mais ruinée par l'occupation, ses pillages, ses réquisitions. Martyrisée par la répression, les massacres, les déportations. Brisée par 4 années d'une dictature conduite par le maréchal Pétain. Entendez votre chef, malgré tant de désastres, je garde ma foi dans l'avenir de la France. Parmi les premières cibles du régime pétainiste, les francs-maçons, symbole de la République honnie et bouc émissaire de la défaite, auquel on associe les Juifs. Paris, octobre 44. Alors que l'on attend la fin de la guerre, le retour des absents et le châtiment des traîtres, le commandant Cambon, chef FFI du 18e arrondissement, interroge un collabo qu'il traquait depuis des semaines. L'homme, un ancien franc-maçon devenu agent de la Gestapo, tente de justifier ses actes. Comme j'avais beaucoup de révélations à faire sur la maçonnerie et les Juifs, les services allemands me convoquèrent après une visite de Guédon de Roussel, le secrétaire de M. Bernard Failly. Ce fut le lieutenant SS Moritz qui me reçut. Il me demanda d'enquêter sur des maçons, d'obtenir des renseignements. À Monsieur le Directeur Général de la Sûreté Nationale, j'ai l'honneur de vous rendre compte de l'arrestation du nommé Mamie Jean, alias Paul Rich, exerçant la profession de cinéaste et de journaliste. Depuis 1941, Mamie a travaillé étroitement avec les services allemands. Il a mis à profit ses relations dans les milieux de la franc-maçonnerie pour s'introduire dans la résistance. La traque des francs-maçons a été la seule politique répressive du régime de Vichy, directement impulsée par le maréchal Pétain. Il nous aura fallu pas moins de 2 ans de recherche pour mettre en lumière les rouages de l'antimaçonnisme de l'État français. Si de nombreux francs-maçons s'engagèrent dans la résistance, certains firent le choix de la collaboration. C'est par la confession de l'un d'eux que débute notre enquête. Jean Mamie, alias Paul Rich, agent de la Gestapo, journaliste et cinéaste. Encore vénérable d'une loge maçonnique en 1940, Jean Mamie bascule dans un nationalisme revanchard à la suite de la défaite. Avec la sortie de Force occulte en mars 1943, il eut son heure de gloire. Ce film antimaçonnique, il en était le réalisateur. Faites entrer le profane. Vous avez déclaré vouloir faire partie de la franc-maçonnerie. Mais nous désirons savoir qui vous êtes. Prenez place, mes frères, nous allons ouvrir les travaux. Jusqu'en 1877, la franc-maçonnerie française, qui sur le modèle britannique consiste en société de pensée, spiritualiste et théiste, s'interdit toute action politique ouverte. Tandis que la jeune Troisième République annonce un programme d'émancipation religieuse, une scission a lieu. Le Grand Orient de France supprime l'obligation de croire en Dieu et décide de faire cause commune avec la République anticléricale. Dès lors, les maçons apparaissent aux yeux des catholiques et des conservateurs comme les ennemis de la foi. L'affaire Dreyfus fait émerger le courant antisémite porté par Édouard Drumont.
antisémitisme et antimaçonnisme marchent de concert. Dans l'imaginaire de l'extrême droite, un vaste complot, juif et maçon, vise à abattre la France traditionnelle et chrétienne. En 1934, un scandale financier impliquant un escroc d'origine juive et des hommes politiques francs-maçons met le feu aux poudres. L'affaire Stavisky. Le gouvernement présidé par Camille Autant, lui-même franc-maçon, démissionne. Les ligues d'extrême droite multiplient les manifestations. Que se passe-t-il? Regardez. Le 6 février, une émeute anti-parlementaire est réprimée dans le sang. Un gouvernement d'union nationale est constitué autour de Gaston Doumergue. Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun, est appelé à la rescousse pour prendre le ministère de la Guerre. Il côtoie Pierre Laval, ministre des Colonies. Cela n'arrête pas pour autant la vindicte des nationalistes et de l'extrême droite. Le député Xavier Vallat, futur commissaire général aux questions juives, enchaîne les réunions publiques. Ses propos annoncent les lois antimaçonniques de Pétain. Nous constatons que la franc-maçonnerie est devenue en France non seulement un État dans l'État, mais un État au-dessus de l'État. Il appartient à tous les citoyens français qui ont pour leur patrie un amour profond, lucide et raisonné, de réclamer au pouvoir public la dissolution de la franc-maçonnerie et la fermeture des loges. Juin 1940. La France subit l'une des défaites les plus foudroyantes et traumatisantes de son histoire. Le pays est coupé en deux, occupé en partie par l'armée allemande. Le 14 juin 1940, les troupes allemandes entrent dans la capitale. Paris est déclarée ville ouverte. La police secrète de la Wehrmacht perquisitionne les sièges des principales obédiences maçonniques. Le Grand Orient, rue Cadet, et la Grande Loge, rue Puteaux. Elle recherche dans les archives des loges les preuves que les francs-maçonneries françaises et anglaises auraient conspiré pour pousser leur gouvernement à déclarer la guerre à l'Allemagne. De l'autre côté du Rhin, les obédiences maçonniques allemandes ont subi la vindicte des nazis dès 1933. Elles ont été dissoutes et spoliées. Hitler considère la maçonnerie comme un instrument des juifs et des bourgeois contre le peuple. Un commando spécial de l'Office central de sécurité du Reich arrive à Paris. Sous les ordres du commandant SS Helmut Nochen, une vingtaine d'hommes, des trentenaires pour la plupart universitaires, l'élite de la SS. Parmi eux, le lieutenant Auguste Moritz, responsable de la section antimaçonnique. Le commando s'installe dans un hôtel particulier au 84 de l'avenue Foch, avec pour mission de collecter des documents à des fins de propagande idéologique, de faire du renseignement en identifiant les opposants, et enfin de mettre en place un appareil répressif pour traquer les ennemis du régime. Pour infiltrer les milieux qui les intéressent et mener à bien leurs opérations, les SS ont besoin de s'appuyer sur des informateurs et des agents français. Ils vont les recruter parmi ceux qui, soit par revanche, soit par appât du gain, acceptent de devenir les auxiliaires zélés des services de sécurité de l'ASS et sa tristement célèbre Gestapo. À Vichy, où le gouvernement et les assemblées se sont repliés, le 9 juillet 1940, la République est renversée. Les pleins pouvoirs sont remis au maréchal Pétain. Grand artisan de l'opération, Pierre Laval est désigné dauphin du vieux maréchal. Une dictature voit le jour sous le nom d'État français. Le maréchal Pétain exècre les francs-maçons. Pour lui, la franc-maçonnerie est la principale responsable de nos malheurs. C'est elle qui a menti aux Français et qui leur a donné l'habitude du mensonge. Dans son entourage, les militants de la cause antimaçonnique s'agitent. En particulier, un certain Bernard Failly. Né dans une famille de tradition monarchiste, historien, professeur au Collège de France,
Cette figure du tout Paris est considérée comme un éminent spécialiste des questions maçonniques. Admirateur du vieux maréchal, courtisan et opportuniste, Failly se sert de ses relations dans le premier cercle du chef de l'État pour se faire valoir. C'est ainsi qu'il obtient un poste prestigieux, administrateur général de la Bibliothèque nationale. Parmi les relations de Bernard Failly, un jeune auteur désargenté, William Guédan de Roussel. Dans son journal, il écrit « Bernard Failly, qui s'est toujours montré très chic vis-à-vis de moi, m'a laissé espérer une place auprès de lui. J'en aurais bien besoin, car je n'ai plus que 3000 francs en poche. » Catholique mystique et antisémite convaincu, Guédan de Roussel est né en Suisse de parents français. Il passe plusieurs années en Allemagne pour ses études et se rapproche du professeur de droit Carl Schmitt, fondateur des doctrines juridiques du nazisme, dont il devient le traducteur pour la France. À 32 ans, Guédan est persuadé de faire partie d'une nouvelle élite d'intellectuels dont le destin va s'accomplir. Le 13 août 1940, la loi interdisant les associations secrètes est adoptée sans avoir été votée. Privilège pour un chef d'État qui dispose des pleins pouvoirs. La formule « association secrète » vise habilement la franc-maçonnerie et tout ce qui peut s'en rapprocher. Les biens mobiliers et immobiliers des loges seront saisis. Une chasse aux sorcières débute dans les rangs de la fonction publique. Chaque agent doit remplir une déclaration sur l'honneur, attestant ne jamais avoir appartenu à une organisation maçonnique ou avoir rompu tout lien avec elle. Ce seront plus de 2 millions de questionnaires de fonctionnaires et d'agents de l'État qu'il faudra vérifier. Près de 13 000 d'entre eux déclareront avoir été membres d'une loge et seront pour la plupart révoqués. Quelques centaines tenteront d'échapper à la purge en faisant de fausses déclarations. Une vaste bureaucratie de la persécution se met en place. Bernard Failly reçoit un ordre de mission signé de la main du maréchal Pétain. Il se voit confier la responsabilité de centraliser à la Bibliothèque nationale les livres, documents et objets maçonniques saisis dans les loges. Il s'agit de constituer des collections qui serviront de support d'étude pour la propagande idéologique contre la franc-maçonnerie. Afin d'empêcher que les archives maçonniques françaises soient envoyées en Allemagne, comme cela s'est produit après les saisies effectuées par la police secrète de la Wehrmacht, le nouvel administrateur de la Bibliothèque nationale doit convaincre les autorités occupantes de les garder à Paris pour la lutte antimaçonnique. Pour se rapprocher des services de sécurité allemands installés avenue Foch, Failly va se servir de Guédan de Roussel, qui présente comme étant son secrétaire particulier. 10 septembre 1940. Visite du Grand Orient, 16 rue Cadet, avec le lieutenant Moritz et Bernard Failly. Nous visitons le secrétariat dont les archives ont été rassemblées dans une pièce pour être lues et classées. Moritz nous avoue qu'il a été vivement déçu en visitant ce Grand Orient qui passait pour diriger les destinées du monde. 19 septembre. Visite de la Grande Loge, rue Puteaux. Guédan est chargé par Failly de superviser le pillage des loges de la zone libre. Comme Moritz s'intéresse aussi à ce qui se passe au-delà de la ligne de démarcation, Bernard Failly s'empresse d'obtenir du cabinet civil du maréchal l'autorisation pour que le lieutenant SS et ses adjoints accompagnent son protégé. L'équipé arrive à Vichy le 7 octobre 1940. Monsieur Laval s'enquiert du but de notre voyage et se fait... Après celui de Laval, c'est le bureau du ministre de l'Intérieur, Marcel Pérouton, qui s'ouvre à Guédan et à la délégation allemande. Pérouton connaît parfaitement le fonctionnement des loges, puisqu'il a été lui-même franc-maçon et dignitaire du Grand Orient, avant d'en démissionner à la suite des événements de 1934. L'ambitieux ministre ne se risquera pas à une quelconque indulgence pour ses anciens frères. Cette première tournée va permettre à Guédan et ses complices de perquisitionner les loges d'une douzaine de villes, Toulouse, Nîmes, Arles, Marseille et pour finir Lyon. À Paris, rue Cadet,
Bernard Failly occupe les locaux du Grand Orient, réquisitionnés par les Allemands, pour y établir le siège de ce qui va devenir le service des sociétés secrètes de la zone occupée. En parallèle de sa mission à la Bibliothèque nationale, Failly supervise l'exploitation des archives des loges pour la répression antimaçonnique. Il s'agit notamment de créer un fichier de francs-maçons qui servira aussi bien aux administrations, afin de déceler les fonctionnaires qui auraient fait de fausses déclarations, qu'aux services de police pour leurs enquêtes. Des tonnes de documents vont être rassemblés et traités recadés. Les effectifs du service réuniront jusqu'à une centaine d'agents. Une quarantaine d'entre eux sont chargés du dépouillement des archives du Grand Orient et de la Grande Loge. Une vingtaine de secrétaires établissent les fiches nominatives avec adresse, état civil et parcours maçonnique. En échange de l'appui de l'occupant, toutes les archives saisies et le fichier sont à la disposition des services allemands. Pour ridiculiser la franc-maçonnerie et dénoncer son influence, une grande exposition est organisée à Paris. Au Petit Palais vient de s'ouvrir l'exposition maçonnique qui jette la lumière sur la curieuse et mystérieuse mise en scène établie par les francs-maçons qui prétendaient ainsi impressionner leurs adeptes. On ne peut que s'étonner et sourire aussi de constater que ces rites d'un autre âge aient pu, à notre époque, faire l'objet de telle crédulité. Combien revêtirent le tablier maçonnique ou passèrent à leur cou ces sautoirs brodés de signes cabalistiques, symboles de leur puissance secrète, aujourd'hui anéantie. La fermeture des loges et le bannissement de la franc-maçonnerie ne peuvent manquer de faire réagir les premiers intéressés. C'est le cas pour Albert Kirchmeyer, administrateur de société, domicilié au 123 rue Saint-Antoine à Paris et affilié à la loge Les Travailleurs du Grand Orient. Je pris contact avec les amis les plus sûrs, et en premier lieu avec le colonel Eschen. On fixa au dimanche 24 novembre 1940 la première tenue solennelle de la loge clandestine, atelier de la Bastille. Gustave Eschen est un colonel à la retraite de 78 ans, héros de la Grande Guerre, membre de la loge parisienne, l'unité maçonnique du Grand Orient. Kirchmeyer, Eschen et ceux qui le rejoindront seront à l'initiative de plusieurs groupes de résistance qui se distingueront dans le renseignement et la mise en place de filières d'évasion pour des prisonniers, des juifs et des réfractaires au STO, le service du travail obligatoire. Seid ihr mir verantwortlich, denn in euch liegt die Zukunft der Nation und des Deutschen Reichs. À la fin de l'année 1940, personne ne connaît les réelles intentions des nazis pour la France. La poignée de main entre Hitler et Pétain à Montoire a choqué l'opinion. Pierre Laval, à l'origine de la rencontre, est dans le viseur. Le 13 décembre, Pétain renvoie Laval, qui est mis en état d'arrestation. Il n'est relâché qu'après l'intervention d'un commando allemand. Monsieur Pierre Laval ne fait plus partie du gouvernement. Je demeure à la barre. La révolution nationale se poursuit. L'hiver 1940-1941 est rude. Rien ne semble résister aux armées du Reich. La plupart des Français continuent de s'en remettre aux vainqueurs de Verdun. À Londres, le général de Gaulle est reconnu comme le chef des Français qui continuent la guerre. Devant cet effondrement, deux voies s'ouvraient. L'une était celle de l'abandon et du désespoir. Elle menait à la capitulation. C'est celle qu'a choisie le gouvernement Pétain. L'autre est celle de l'honneur et de l'espérance. Sur le sol français, dans les villes et les campagnes des deux zones, de petits groupes de résistance se forment et tentent de recruter. Mais se dévoiler est risqué. Les mouchards sont aux aguets. Pour les francs-maçons, le réseau des loges offre des avantages.
Les frères se connaissent ou peuvent aisément se renseigner sur les sentiments des uns et des autres. À Paris, le 7 janvier 1941, Kirchmeyer et Eschen se réunissent avec une dizaine de francs-maçons. La création du CAM, le comité d'action maçonnique, a été décidée au cours d'une réunion provoquée par Kirchmeyer. Le fonctionnement de cet organisme devait se ressentir des conditions de la clandestinité auxquelles il était condamné. Le groupe veut agir pour que les réseaux maçonniques prennent sur tout le territoire une part active dans la résistance. À Vichy, les cartes sont redistribuées. L'amiral Darlan est le nouvel homme fort aux côtés du maréchal. Le service des sociétés secrètes de la zone libre est créé. Bernard Failly s'agite et multiplie les conférences pour fustiger la franc-maçonnerie. Le Grand Orient était en effet, de toutes les maçonneries, celle qui jouait le rôle le plus actif dans la politique, celle qui comprenait le plus grand nombre de députés et qui était le plus appliquée à la vie électorale. Pendant ce temps, Guédan s'installe dans sa vie de petit bourgeois gestapiste. Il prépare son mariage avec Thérèse Lemarant de Kerdaniel. Le 14 mars, formalité pour notre mariage qui aura lieu le 2 avril. Je fais faire des réparations à notre appartement, 10 rue de l'Université. Le 21, visite au lieutenant Moritz. Le 27, conversation avec Paul Riche. C'est le commandant Costantini du journal L'Appel qui présente à Guédan Jean Mamy, alias Paul Riche, l'ancien franc-maçon, journaliste et réalisateur du film Force occulte, qu'il a engagé en qualité de rédacteur en chef. Guédan ne tarde pas à voir en Mamy un précieux cheval de Troie pour infiltrer les réseaux maçonniques. Je vais réfléchir. Depuis août 40, un inspecteur de la préfecture de police est chargé d'enquêter sur les francs-maçons et de saisir l'argent des loges parisiennes. Policier aigri ayant raté plusieurs fois le concours de commissaire, il se nomme Georges Morchel. La Gestapo de l'avenue Foch demande à le rencontrer. Morchel pointe l'influence néfaste des maçons au sein de la police. Les autorités SS réclament à la préfecture un service spécialement dédié à la lutte anti-maçonnique. Avril 1941, le SSAD, le service spécial des associations dissoutes, est créé. L'inspecteur Morchel en devient son chef à la demande des Allemands. De son côté, Bernard Failly ambitionne de diriger un commissariat général aux affaires maçonniques qui étendrait son autorité sur les deux zones, sur le modèle du commissariat général aux questions juives. Le 22 juin, Hitler ouvre un nouveau front à l'Est. Les armées du Reich envahissent l'URSS, brisant ainsi le pacte germano-soviétique. Die deutschen Panzer sind von feindlichen Geschossen vielfach getroffen, aber dank der Güte des Materials nur leicht beschädigt. Été 1941. Pétain sent l'hostilité à sa politique monter dans le pays. Bernard Failly et plusieurs ministres l'incitent à s'en prendre aux francs-maçons, convaincus de trouver là un exutoire au mécontentement populaire. Le résultat de ces diverses cogitations mène au discours du 12 août 1941. Le chef de l'État usait jusqu'alors d'un ton paternel. Il se montre désormais menaçant. Français, j'ai des choses graves à vous dire. Je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. Les troupes de l'Ancien Régime sont nombreuses. J'y range sans exception tous ceux qui ont fait passer leurs intérêts personnels avant les intérêts permanents de l'État. Maçonnerie,
parti politique dépourvu de clientèle, mais assoiffé de revanche, fonctionnaires attachés à un ordre dont ils étaient les bénéficiaires et les maîtres. Et voici ce que j'ai décidé. Les premières sanctions disciplinaires contre les fonctionnaires coupables de fausses déclarations en matière de sociétés secrètes ont été prises. Les noms de ces fonctionnaires ont été publiés ce matin au journal officiel. Les titulaires des hauts grades maçonniques, dont une première liste vient d'être également publiée, ne pourront plus exercer aucune fonction publique. Il est créé un cadre de commissaires du pouvoir. Ils auront mission de déceler et de briser les obstacles où l'action des sociétés secrètes peuvent opposer à l'œuvre du redressement national. La loi de proscription du 11 août 1941 institutionnalise la révocation des francs-maçons de la fonction publique et annonce la publication de listes de dignitaires au journal officiel et dans la presse. Plus de 30 000 noms seront publiés. L'antimaçonnisme s'affiche comme une priorité de l'État français. Le nouveau ministre de l'Intérieur, le très extrémiste et ambitieux Pierre Pucheux, se sent pousser des ailes. À Vichy, le service des sociétés secrètes est doté d'une direction policière avec des antennes départementales et régionales pour la zone libre. Pucheux veut étendre son action à la zone occupée. Pour obtenir l'accord des Allemands, le ministre de l'Intérieur et ses services proposent de nommer Jean Marquès Rivière pour diriger leur section de recherche de la zone occupée. Ancien franc-maçon, passionné d'occultisme, Marquès Rivière est connu de l'occupant comme un propagandiste très actif. C'est lui qui signera le scénario du film Force occulte. De quelle loge est-il? Il n'est pas de chez nous, mon frère Dubois. Tout s'explique. Voilà un garçon intelligent qui a besoin d'une méthode et de conseils. Présentez-le donc. Il est sensible, il faudra procéder avec précaution. Envoyez-lui la rivière, il saura le persuader. J'y vais. En cette fin d'année 1941... À Paris, les attentats continuent. La différence entre les deux zones s'accentue. Les Allemands subissent de lourdes pertes sur le front russe et reculent. Premier repas chez mes beaux-parents. Nul. Arbre de Noël et concert à l'Institut allemand. Charmante réception. Début 1942. En représailles aux attentats communistes, les exécutions d'otages se multiplient et alarment les esprits. Les restrictions affament les Français. Sur les ondes de Radio Paris, les activistes de l'antimaçonnisme font entendre leur voix pour soutenir le gouvernement et sa politique de collaboration. Ici, Radio Paris. J'ai voulu traduire l'impatience de mes compatriotes devant une situation extrêmement grave. Cette situation avait pour cause l'intrusion de la franc-maçonnerie et de la juiverie dans nos affaires nationales sous contrôle anglais et américain. Car toute cette clique maçonnique et politicienne, possédait au plus haut degré la psychologie des masses. Or, l'Angleterre, cette nation de proie, ainsi que les juifs et les francs-maçons, voulaient la guerre contre l'Allemagne anti-juive. L'Allemagne a donc livré bataille pour la libération des peuples. Le conflit actuel est davantage par conséquent un acte révolutionnaire, un acte de libération, car ce n'est pas la France qui a été vaincue, mais l'anti-France. À Vichy, on a pris conscience que la purge qui frappe des centaines de fonctionnaires francs-maçons désorganise les services de l'État. Une commission est mise en place pour examiner les cas individuels et réintégrer ceux jurant avoir rompu avec l'esprit maçonnique et témoignant de leur adhésion totale à l'ordre nouveau. Pour d'autres, cette mise au pilori n'a fait qu'accentuer leur volonté de s'opposer au régime. C'est le cas de Valentin Abeille, sous-préfet de 35 ans, affilié à la loge parisienne L'Expansion française du Grand Orient, qui avant sa révocation est mise à l'écart.
suis arrivé à Marseille, dans un conseil de préfecture qui était à peu près entièrement remanié. On avait mis à la retraite tout le conseil de préfecture précédent, les uns parce qu'ils étaient trop âgés et les autres parce qu'ils étaient trop douteux. Pour les remplacer, on avait mis des sous-préfets qu'on avait vidés pour leurs opinions. Nous formions presque tous une sorte d'îlot de résistance dans la préfecture. La stratégie de Vichy est loin d'être payante. En voulant écarter des fonctionnaires considérés comme insuffisamment dévoués au régime, au lieu de les isoler, elle les regroupe. Valentin Abeille n'est pas un quelconque sous-préfet. Avant-guerre, il était le chef du secrétariat particulier de Camille Chotan, président du Conseil, dont il est le gendre. Abeille bénéficie d'un important réseau dans les services de l'État dont il va pouvoir se servir pour la résistance. Le chef du mouvement Combat s'intéresse à lui. En février 1942, j'ai fait la connaissance de Freinet. Il m'a fait dire à Marseille qu'il aimerait me rencontrer. Comme j'allais fréquemment à Lyon, nous avons eu rendez-vous dans un café près de la gare Perrache. Freinet m'a chargé de m'occuper de la région de Marseille avec les gens de combat. Je faisais du noyautage administratif. À Paris, l'inspecteur Morchel a sous ses ordres une trentaine d'auxiliaires et de fonctionnaires de police. Se basant principalement sur les archives saisies dans les loges, le service spécial des associations dissoutes convoque, interroge et perquisitionne des centaines de francs-maçons domiciliés à Paris et dans la région parisienne. Si certains membres francs-maçons des groupes d'Eschen et de Kirchmeyer ont été interrogés par le SSAD, leur activité clandestine dans la résistance continue malgré tout de se développer. Parmi les recrues, Marcel Cerbu, de la loge La Fidélité, grande loge de France à l'orient de Paris. Avec Kirchmeyer, je travaillais à la constitution de nombreux groupes. Et au cours de mes liaisons, je fis la connaissance du colonel Manès, délégué à la zone nord par Londres, pour allier tous les groupes de résistants de la zone occupée. Cerbu est agent de liaison intergroupe. Les missions que lui confie Manès l'amènent à voyager entre les deux zones dans le but d'unifier la résistance. Henri-Frédéric Manès, fondateur du réseau Frédéric, est un héros de la Première Guerre. Aviateur, il a connu Jean Moulin lorsque ce dernier était au cabinet de Pierre Cotte, ministre de l'Air du gouvernement Blum. Manès est l'adjoint de Jean Moulin. Un hasard heureux avait facilité nos relations avec le gouvernement provisoire à Londres. Il se trouvait que le délégué du général dans la zone occupée était le commandant Manès. Il était le client de Kirchmeyer. En outre, Manès était mon ami personnel. Manès n'est pas franc-maçon, mais Eschen et Kirchmeyer lui permettent d'étendre son réseau avec ceux des loges maçonniques. Avril 1942, Pierre Laval revient aux affaires à la demande des Allemands. Dans le même temps, le pouvoir répressif en France occupée passe de l'administration militaire à la police SS, désormais toute puissante. La collaboration est plus que jamais à l'ordre du jour. Chef du gouvernement, Laval est aussi ministre des Affaires étrangères, de l'Information et de l'Intérieur. Pucheux a été limogé, René Bousquet nommé secrétaire général de la police. Par une loi du 21 juin 1942, la politique antimaçonnique, dirigée jusqu'ici par le cabinet civil de Pétain, devient une attribution du chef du gouvernement. L'amiral Charles Platon est nommé par Laval secrétaire d'État auprès du gouvernement, puis chef du service des sociétés secrètes. Marginalisé, Bernard Failly est le grand perdant de cette réorganisation. Son ambition de devenir le commissaire général aux affaires maçonniques lui échappe définitivement. De son côté, marié, père d'un enfant, Guédan organise sa vie de famille en fonction de ses missions d'espion et d'agent provocateur. 3 juillet 1942, départ pour Candé avec Thérèse. Je rentre le 5 à Paris pour repartir le soir même en zone non occupée avec Paul Rich. Le 6, nous sommes à Aix-les-Bains, nous allons ensuite à Chambéry, à Thonon et à Lyon, où Paul Rich est en contact avec une puissante organisation maçonnique qui a déjà reçu des milliers de mitraillettes d'Angleterre.
Guédan et Jean Mamy, alias Paul Riche, sont désormais des agents appointés de la Gestapo et travaillent pour le compte du lieutenant Moritz. Durant sa tournée à l'automne 1940, Guédan a identifié une figure importante des réseaux maçonniques lyonnais, Félix Lebossé. À 64 ans, Lebossé est inspecteur honoraire dans l'enseignement primaire. Mais pour les deux espions, il est avant tout le président du Conseil des Vénérables de la région lyonnaise. Se faisant passer pour résistant, Mamy se présente comme l'ancien vénérable d'une loge parisienne, cherchant à être mis en relation avec des patriotes locaux. Par l'intermédiaire de Lebossé, j'étais rentré en contact avec Dunoir. Dunoir dirigeait le Coq Enchaîné. Il recevait des armes. Georges Dunoir est franc-maçon et résistant. Dunoir et son groupe se chargent dans un premier temps de l'impression de journaux clandestins pour combat puis francs-tireurs. En mars 1942, ils lancent leur propre journal. Des filières pour distribuer le Coq Enchaîné se mettent en place dans toute la région. Le réseau s'étend. Certains se chargent de la réception d'armes parachutées par le SOI, la Direction des opérations spéciales des services secrets britanniques. Le Coq Enchaîné devient un mouvement de résistance à part entière. Infiltrer une telle organisation représente un enjeu important. Guédan et Mamy l'ont bien compris. Le 22 septembre 1942 à 23 h, le domicile de Georges Dunoir est perquisitionné par des policiers à la recherche d'armes. Dunoir est arrêté sur dénonciation avec d'autres membres du Coq Enchaîné. Le 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord sous le nom de code Opération Torche. En réaction, l'armée allemande envahit la zone libre. La situation militaire sur le front de l'Est et en Afrique se dégradant pour les armées du Reich, les stratèges nazis ont bien d'autres préoccupations que la révolution nationale de Pétain. S'il reste la figure tutélaire de l'État français, le vieux maréchal est de plus en plus isolé politiquement. Son conservatisme réactionnaire l'oppose aux ultras de la collaboration, à l'instar de Marcel Déat, qui se réclame d'un néo-socialisme laïque et anticlérical. Pierre Laval est sur la même ligne. Depuis son retour au gouvernement, il freine jusqu'à neutraliser l'antimaçonnisme d'État, qui ne sert à ses yeux qu'à nourrir les vieilles rancunes des pétainistes issus de la droite monarchiste et catholique. Pour Laval, cette répression institutionnelle à l'égard des francs-maçons est une politique sectaire éloignée des enjeux de l'Europe nouvelle dominée par l'Allemagne. Pour lui, l'ennemi est ailleurs. Le président Pierre Laval vous parle. Français, comprenez que vous ne devez pas vous laisser tromper et abuser par les propagandes de l'étranger. Et que les radios de Londres et de Boston n'ont qu'un but. Égarer vos esprits pour servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Ce sont des émigrés chaque soir qui vous parlent, pour justifier leur fuite et l'hospitalité qu'ils trouvent chez nos ennemis. Ils sont obligés de jeter de la boue sur leur propre pays. Les émigrés ont toujours eu tort dans l'histoire. C'est dans l'intérêt de la France et pour la paix future que nous recherchons avec l'Allemagne la réconciliation et l'entente. Un débarquement allié, appuyé par la résistance française, est désormais inéluctable. Ici Londres. Le gigot est cuit. En janvier 1943, pour faire bloc avec l'Allemagne, le chef du gouvernement crée la milice. Il y avait des azous dans le quartier, mais la milice est arrivée. Elle leur a pas fait de discours. Elle leur a dit, venez messieurs, on va vous distraire en moins de... À Paris, la répression se durcit. Les brigades spéciales des renseignements généraux sont sur les dents. Le 3 mars 1943, enquête et filature aboutissent à l'arrestation d'Henri Manès, alias Frédéric. C'est un coup dur pour Jean Moulin, qui perd son adjoint.
Manès venait d'être désigné par l'état-major du général de Gaulle comme le délégué à la zone nord chargé de coordonner l'action de la résistance. Quand les brigades spéciales font irruption dans ses bureaux, il attendait d'autres chefs de réseau. Albert Kirchmeyer est arrêté, avec d'autres membres de son groupe, dont Serbu. D'abord interrogés par les brigades spéciales, Manès, Serbu et Kirchmeyer sont ensuite remis à la Gestapo. De nouveau interrogés, torturés, ils sont déportés après plusieurs mois de détention. Valentin Abeille a été averti que son nom figurait sur une liste de la Gestapo. Il est exfiltré par avion. À son arrivée à Londres, l'ancien sous-préfet franc-maçon intéresse au plus haut niveau. Il établit un rapport sur des dizaines de hauts fonctionnaires qui pourraient servir la France libre et signale ceux qui servent avec zèle le gouvernement Pétain et sa politique de collaboration. Juin 1943. La perspective d'un débarquement agite les esprits. Dans tous les services allemands, la priorité est à la lutte contre la résistance. Le spécialiste des affaires maçonniques de l'avenue Foch, le SS Moritz, est envoyé en province. Dans la commune de Caluire, dans la banlieue lyonnaise, Jean Moulin est arrêté par la Gestapo. Janvier 1944. Le lieutenant Moritz arrive à Lyon pour diriger une des deux sections du SD, le service de sécurité de la SS. Partout en France, les délégués régionaux et départementaux de la police antimaçonnique collaborent avec la milice et la Gestapo. Si les francs-maçons ne sont plus visés par une répression institutionnelle, ils restent néanmoins des suspects et de potentiels boucs émissaires en cas de représailles après un attentat. Le fichier du service des sociétés secrètes est à la disposition des chefs miliciens et des agents allemands. Avec ses 170 000 fiches, il recense des francs-maçons, mais aussi les membres d'autres organisations considérées comme proches des milieux maçonniques, telles que la Ligue des droits de l'homme. Le 10 janvier 1944, sur un chemin de campagne, des miliciens aux ordres de Moritz exécutent sommairement Victor Bache, l'ancien président de la Ligue des droits de l'homme. Sa femme est également assassinée. Avril 1944. Guédan parade une dernière fois en Allemagne. Départ avec une délégation invitée par le service Rosenberg. À Berghof, je fais ma conférence sur l'antisémitisme d'un point de vue chrétien qui provoque une consternation générale, tant chez les Français que chez les Allemands. Je remets tout le monde en place et je conserve mon prestige. À Londres, le débarquement se prépare. Sous le nom de code Méridien, Valentin Abeille est parachuté en France. Il est le délégué militaire de la région M, une quinzaine de départements de l'Ouest, englobant les côtes normandes. Avec ses agents, il coordonne les groupes pour le jour J. Se sachant traqué, il se cache à Paris sous une fausse identité. Le 31 mai 1944, il tombe dans un guet-apens. En s'échappant du véhicule de la Gestapo, il est abattu. Mortellement touché, il décède le 2 juin. Quatre jours après, les Alliés débarquent en Normandie. Les effectifs mis en place par Valentin Abeille entrent en action. À Paris, Jean Mamy est passé à la vitesse supérieure. Le 10 juillet 1944, avec la police allemande, il procède à l'arrestation du résistant Henri Borel.
Borel est le binôme d'un certain Denis Champeau de la Boulaye, alias commandant Cambon, le chef FFI du 18e arrondissement qui interrogera Jean Mamy. Le 19 août 1944, dans le tumulte de l'insurrection, les groupes de FFI s'empressent de capturer tous les collaborateurs notoires. Bernard Failly est arrêté dans son bureau de la Bibliothèque nationale. Dans toute la France, c'est l'heure des règlements de compte. Certains se terrent, d'autres bénéficient de complicité pour quitter le pays. Cambon et ses hommes veulent venger Borel et les autres. Ils traquent Jean Mamy dans Paris durant des semaines. Le 23 septembre 1944, celui qui se faisait appeler Paul Riche est enfin arrêté. Avec ce peuple, le général de Gaulle va à l'Étoile. Ce rendez-vous, il avait peut-être pris le jour du Grand Deuil, le 18 juin 40. Et il reprend avec le mort glorieux dont le nom est perdu, le dialogue miraculeux des grandes heures françaises. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Mais si la France se libère, la guerre n'est pas pour autant terminée. Jusqu'à la capitulation de l'Allemagne, le 8 mai 1945, on attend le retour des prisonniers, des déportés, ceux qui auront survécu au camp nazi. C'est le cas d'Henri Manès, qui reviendra du camp de Buchenwald, d'Albert Kirchmeier, de Mauthausen, de Marcel Cerbu, d'Oranienburg. Les principaux dirigeants du régime de Vichy sont enfin jugés. Le maréchal Pétain est condamné à mort, mais en raison de son grand âge, sa peine est commuée en détention à vie. Le 4 octobre 1945 s'ouvre le procès de Laval. Condamné à mort et fusillé. Il faut attendre à la fin de l'année 1946 pour que les responsables de l'antimaçonnisme d'État soient jugés à leur tour. Failly écope des travaux forcés à perpétuité. Morchel, le chef du service spécial des associations dissoutes, écope de la même peine, pour intelligence avec l'ennemi. D'autres parviennent à échapper à la justice, comme Marquès Rivière qui se réfugie dans l'Espagne de Franco, ou encore le SS Auguste Moritz, condamné à mort par contumace à 2 reprises pour avoir entre autres commandité l'assassinat des époux Bache. Au domicile de Guédan, on retrouve presque par hasard, dissimulés dans une cache, des rapports et un fichier prouvant qu'il travaillait pour la Gestapo. Parmi les documents, son fameux journal. En 1948, la police suisse, sur commission rogatoire d'un juge français, parvient à retrouver sa trace. Condamné à mort par contumace, William Guédan de Roussel s'enfuit en Argentine. Il y est décédé en 1996, à 87 ans. En revanche, celui que la presse surnomme le traître lors de son procès, l'ancien vénérable de loge et réalisateur du film Force occulte, n'y échappera pas. Le 29 mars 1949, Jean Mamy est réveillé à 6h10 dans sa cellule de la prison de Fresnes. À 6h48, il quitte la prison pour le fort de Montrouge. À 7h05, il est fusillé. À la Libération, la franc-maçonnerie française retrouve ses droits. Les biens qui lui avaient été saisis lui sont restitués, mais ses effectifs peinent à se reconstituer. Ceux qui veulent réintégrer leur loge doivent justifier de leur attitude sous l'occupation devant les comités d'épuration de leur obédience. Comptabiliser les francs-maçons qui se sont engagés dans la résistance est un exercice quasi impossible.
Combien étaient-ils, au-delà de ceux dont l'histoire a retenu le nom, parmi les 600 000 dossiers de résistants référencés par le service historique de la Défense? Il est tout autant difficile de dénombrer les victimes de la répression antimaçonnique. Le millier de femmes et d'hommes initiés à la franc-maçonnerie, morts dans les camps ou exécutés sommairement, semble bien peu au regard du nombre de martyrs parce que juifs, résistants ou opposants. Mais c'est aussi parce qu'ils étaient parfois tout à la fois, juifs, résistants et opposants, que leur qualité maçonnique n'était qu'une raison de plus de figurer sur une liste. À la fin de la guerre, les archives des loges rassemblées en Allemagne, après avoir été dans les mains des nazis, sont tombées dans celles des Russes, pour être une nouvelle fois dépouillées, traitées, répertoriées. Il faudra attendre la fin de l'ère soviétique et de patientes négociations diplomatiques pour que plus de 60 ans après, 250 cartons reviennent sur le territoire français et soient remis à qui de droit. Aujourd'hui, précieusement gardées au Grand Orient et à la Grande Loge, les boîtes russes, comme on les appelle désormais, témoignent de l'histoire mouvementée de ces archives tant convoitées, qui n'ont sûrement pas encore livré tous leurs secrets, si tant est qu'ils existent.